bienvenue sur i24 News. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le monde carcéral. Pas n'importe lequel, nous avons choisi de vous parler de ces femmes qui sont souvent des mères et qui purgent des peines derrière les barreaux. La prison, un univers méconnu que nous allons tenter de vous faire découvrir par la visite de la prison de Ramleh. C'est la seule prison de femmes ici en Israël. Midi Ensemble a pénétré pour vous dans cet univers sombre, lugubre, austère. Il n'y a pas de mots pour décrire précisément l'ambiance qui règne. Les murs transpirent les histoires de vie enfermées, cloisonnées, condamnées, emprisonnées, totalement privées de leur liberté. Et même si ces femmes bénéficient d'un personnel compétent pour l'encadrement et assurer le lien social, une prison demeure une prison toujours insupportable pour ceux qui y trouvent enfermés. Alors, portes et barreaux en fer, isolement, quartier, étage, numéro de cellule, rythmé par les repas, la douche, les discussions avec les nouvelles relations ou compagnes de galère, les 2 heures de promenade par jour sous surveillance, évidemment, un peu de réconfort ou bien une brève évasion avec les courriers, une visite au parloir, un petit passage à l'infirmerie. À cela, lorsqu'on est une femme, vient se rajouter le problème de la maternité. Ici, en Israël, une femme emprisonnée a le droit de garder son enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. En France, c'est 18 mois. Qu'en est-il de la séparation, du moment fatidique où il va falloir dire au revoir à son enfant? Un déchirement, un violent choc psychologique quelquefois qui est irréversible. Alors voilà le sujet du grand dossier de Midi Ensemble. Un sujet dur, mais restez avec nous car vous allez découvrir plein de choses. C'est promis. Pour en parler, Marie Semelin, journaliste. Bonjour Marie. Alors vous m'avez accompagnée dans cette prison de Ramleh. Vous avez enquêté sur le dossier. Florence Taubman, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur. Vous connaissez bien l'univers carcéral pour y avoir visité de nombreux prisonniers. Et puis Claire Bensadoun, vous êtes psychologue. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Et puis Marianne Bougrain qui est devant son ordinateur. Vos questions, vos commentaires, vos remarques, tout nous intéresse. Midi Ensemble, c'est avant tout votre émission. Elle est interactive. Alors n'oubliez pas notre hashtag i24 Midi Ensemble disponible pour vous. Marianne interviendra en direct tout au long de cette émission. Restez avec nous. Alors Florence Taubman, le regard de la société sur les femmes détenues, on a l'impression finalement que la violence, c'est que pour les hommes, mais ce n'est pas le cas. Non, il y a des femmes violentes. Et d'ailleurs, même dans la Bible, il y a des femmes très violentes. Qu'on songe à Jézabel, la femme du roi Akab, criminelle. Mais c'est vrai qu'on a un regard sur la femme qui fait qu'on pense que la violence est plutôt du côté des hommes que du côté des femmes. Alors, ça fait qu'on est peut-être encore plus choqué finalement quand il faut bien accepter que des femmes, en effet, sont violentes, sont criminelles, commettent des actes horribles. Alors, ces femmes n'ont donc aucune autre alternative que de vivre avec leur jeune enfant dans les sombres arcanes de l'univers carcéral. Ensuite, s'en suivent les combats de la rude épreuve pour garder leur bébé le plus longtemps possible et parfois s'en assurer la garde une fois leur peine purgée. Alors, que vivent ces femmes? Quel lien peut-on tisser avec son enfant dans cet univers de violence et d'isolement aux antipodes des cadres classiques de la douceur de la maternité? C'est le sujet que vous nous proposez, Marie Semelin. On va le regarder tout de suite et puis on en parle avec vous après. 196 femmes sont emprisonnées à Neve Tirza, la seule prison pour femmes d'Israël. Plus de 60% d'entre elles sont mères et la condamnation signifie aussi la séparation. C'est très difficile. C'est ça le plus grand défi des prisonnières. Ce n'est pas le fait d'avoir perdu sa liberté. Perdre son statut de mère, c'est une perte comparable à un deuil ou à un divorce. C'est un traumatisme grave, aussi bien pour les mères que pour leurs enfants, dès le moment où elles entrent en prison. Réussir à conserver leur statut de mère et renforcer le lien avec les enfants, c'est le plus grand défi des femmes prisonnières, malgré la distance qui les sépare et leur détention. Une fois par mois, les enfants ont un droit de visite de 3 heures. Une parenthèse pour Maya, en prison depuis 3 ans et demi. Elle a une fille qu'elle ne voit plus, qui vit aux États-Unis avec son père et un fils de 8 ans. Ma mère l'accompagne. Je lui fais un sandwich. On déjeune ensemble. C'est génial de lui préparer à manger. Et puis ensuite, on a du temps libre. Il a commencé à faire des mots fléchés. Et moi aussi, j'adore ça. Et donc, on le fait ensemble. Il adore ça. On joue à la chasse, à cache-cache. Et puis ensuite, les éducatrices nous organisent une activité avec les enfants. Quelque chose qui est toujours en rapport avec la famille. Quelque chose à faire ensemble, pour s'amuser ensemble. Et puis, tous les enfants, ils commencent maintenant à se connaître. Ils jouent ensemble. Ils sont dans la même situation. Ils jouent, ils courent.
Je me sens comme une gamine pendant ces heures-là. Je me déconnecte de tout et je cours, je joue avec les enfants. J'adore ça. Mais ces visites sont brèves et rares, et chaque fois qu'elles se terminent, c'est une nouvelle blessure. Après les visites, je me renferme. Je me mets sur ce lit et je regarde ce mur. Je ne veux parler à personne. Je ne veux voir personne. Et puis, les visites ne sont pas toujours positives. Ce sont tout de même des enfants qui ont traversé quelque chose de traumatisant. L'abandon. Une fois, il a vraiment tout ressorti. Il était paniqué, il a crié, il était énervé. Ils nous ont mis dans une salle seule. Et il s'est calmé après un quart d'heure. Je ne savais pas quoi faire dans cette situation. Je lui ai fait un très gros câlin. C'est tout ce que je pouvais lui donner à ce moment-là. Un câlin et ma présence. Même quand on lui dit « Maman viendra bientôt ». La dernière fois, il a pleuré. Il m'a dit « Maman, pourquoi toutes les choses ont une fin ?» Et puis ensuite, il m'a dit « Mais la prison aussi, ça va se terminer. Tu vas sortir d'ici ?» Je lui ai dit « Oui, je vais sortir, ne t'inquiète pas. » Pour les prisonnières, sortir de ce sentiment de culpabilité est difficile, mais indispensable pour une éventuelle réinsertion après la prison. Avec un taux de récidive qui atteint les 70% à Neve Tirza, c'est un vrai défi pour les accompagnateurs sociaux. Leur expérience maternelle s'apparente à un échec, au fait d'avoir été de mauvaises mères. C'est un sentiment qui rend leur réhabilitation très compliquée. Si j'ai échoué en tant que mère, alors je ne mérite pas d'être réhabilitée. C'est un cercle vicieux qu'il est difficile de briser. Nous avons découvert que pour les traiter, il faut absolument aborder le problème de la maternité, leur donner un sentiment de réussite. Autrement, nous n'arrivons pas à les entraîner vers un processus de réhabilitation. Nous y parvenons, mais c'est beaucoup plus difficile. La culpabilité ronge Maya, qui, au moment de sa condamnation, pensait d'abord à ses enfants. C'est la première chose à laquelle on pense. Que vont ressentir les enfants? Comment est-ce qu'ils vont le prendre? Bien sûr, il y avait la honte et tout ça. Mais ma première inquiétude, c'était mes enfants. C'est pour ça que je dis d'accord, je ne les ai jamais maltraités. Je ne leur ai pas fait de mal, mais je les ai abandonnés. C'est de ma faute, tout est de ma faute. J'essaye d'améliorer tout ça, mais oui, c'est de ma faute. Je n'essaye pas de me justifier, je les ai abandonnés. Les enfants, eux, se rendent évidemment compte, et comme les mères, ils attendent la libération. Il commence à avoir la notion du temps. Il comprend que c'est très difficile pour lui. Il s'énerve à l'école à cause de ça. Il veut que je sois là. Il est petit, mais il comprend. Il ne me juge pas. Notre relation est exceptionnelle. Ça me fait mal au cœur à chaque fois qu'il part et qu'il pleure. Il a besoin de moi. Et il pose des questions. Pendant les fêtes, il demande pourquoi on n'est pas comme les autres familles. Et avec l'absence, Maya se raccroche à un dessin. Il m'a écrit ça l'année dernière pour mon anniversaire. Vous voyez, il y a une petite maison. C'est un dessin joyeux, mais il y a aussi de la tristesse. Chère maman, bon anniversaire. Je te ferai un dessin à chaque anniversaire. Mais pour l'anniversaire après ta libération, je te donnerai ce que tu aimes le plus au monde. Il est incroyable. Alors Marie Semelin, vous avez réalisé ce reportage. Le témoignage de Maya est absolument saisissant. Elle parle de honte, mais surtout, elle exprime son sentiment de culpabilité, un problème central en psychanalyse. On a l'impression qu'elle s'auto-punit. Oui, la culpabilité, c'est un sentiment qui est très communément répandu chez les prisonnières. Comme elle le dit, les enfants, c'est la première chose à laquelle on pense. Or, comme l'a dit l'assistante sociale dans le reportage, quelque chose qui est vraiment fondamental pour leur réhabilitation, c'est que les accompagnateurs, qu'ils soient sociaux, religieux ou autres, puissent leur faire comprendre que ça n'est pas parce qu'elles ont été condamnées par la société pour une mauvaise action, qu'elles sont passées devant un tribunal, que cela les empêche d'être une mauvaise mère. Et que ce passage est indispensable pour leur permettre ensuite de se réhabiliter, d'abord en tant que mère, mais ensuite en tant que personne, et de pouvoir se réintégrer dans la société. Justement, Claire Bensadoun, comment sortir d'un tel sentiment de culpabilité? Justement, ça va être un des rôles, par exemple, du psychologue, d'aider ces femmes-là à parler de ce sentiment qu'elles ressentent. C'est aussi à parler de leur angoisse, à parler de la honte, mais c'est aussi leur donner espoir sur leur avenir, sur cette relation qu'elles vont avoir avec leur enfant, et les aider justement dans ce rôle de mère qui est très important. Florence Taubman, Dieu aide dans ces cas-là pour sortir justement de cette culpabilité?
qui est énorme. Oui. Alors tout dépend évidemment de l'aumônier, enfin de la personne qui va apporter cette dimension religieuse. Il y a une manière d'écouter et aussi de témoigner que Dieu, évidemment, est un Dieu de justice, hein, qui ne dit pas que le coupable est innocent, mais c'est aussi un Dieu de miséricorde. Et que derrière l'acte, il voit toujours la personne. Et en fait, il attend le retour de la personne et il est prêt à accueillir. Alors justement, Marie Semelin, quelle image cette prison a-t-elle en Israël ? Alors, c'est une prison qui a plutôt très mauvaise réputation dans le pays. Régulièrement, les conditions d'incarcération sont dénoncées, que ce soit la taille des cellules ou le peu de soutien médical à disposition. Et il y avait un article de Haaretz il y a un peu plus d'un an qui présentait cette interview choc, ce témoignage choc de Anat Gour, qui est psychothérapeute et qui est membre de la très officielle Autorité pour la réinsertion des prisonniers, et qui disait, je cite, « Neve Tirza est un camp de concentration pour femmes victimes de l'inceste ». Alors, ce qu'elle veut dire avec cette formule qui est extrêmement choquante, c'est que les femmes qui sont là sont donc à 90% victimes d'inceste, et que ce sont des femmes qui, pour leur très grande majorité, ont été victimes de violences extrêmes dans leur vie, et que le fait qu'elles soient arrivées à la criminalité devrait aussi pousser la justice à considérer cette situation et à peut-être envisager des situations, des lieux où elles puissent purger leur peine alternative, où elles puissent se guérir aussi de ça pour éviter notamment la récidive. Alors justement, on l'a vu dans votre reportage à Marie Semelin, le témoignage de Thalie, c'est l'assistante sociale qui s'occupe des mamans et de leurs enfants hors antenne. Elle nous a avoué qu'elle quittait cette prison de femmes en septembre car les liens qu'elle a créés avec les détenus sont beaucoup trop forts, que certaines d'entre elles sont véritablement cassées à l'intérieur après leur séparation avec leurs enfants. Thalie n'arrive donc plus à gérer ces relations qui sont trop prenantes et rejoindra la prison de Ayalon, une prison pour hommes ultra sécurisée. Rappelez-vous, c'est la fameuse prison où a eu lieu la libération des prisonniers palestiniens en échange de la libération de Gilad Shalit. Marie Semelin, qui sont ces femmes incarcérées en prison ? Alors ces femmes dans cette prison, c'est simple, c'est toutes les femmes du pays qui ont été condamnées vont là. Ça fait 2% de la population carcérale, ce qui est faible, mais ce qui est représentatif de la population carcérale féminine à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Et ce sont des femmes qu'on ait volé de la nourriture pour nourrir ses enfants ou qu'on ait assassiné froidement quelqu'un, on va au même endroit. Peu importe son âge, on va au même endroit. Peu importe son état mental, le fait qu'on soit accro à une drogue ou pas. C'est une prison qui est ultra sécurisée aussi. Exactement. Donc résultat, c'est une prison qui est extrêmement sécurisée parce qu'il y a des détenues qui sont dangereuses. Sauf que ces détenues qui sont considérées comme dangereuses et qui ont été condamnées à effectuer leur peine dans une infrastructure de haute sécurité, elles ne représentent que 10% de la population totale de la prison. Quand un homme est condamné, en considérant son âge, la gravité de son crime, etc., son état mental, il peut aller dans différentes structures. Pour une femme, c'est pas possible, il n'y a pas de distinction parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses, donc elles sont toutes sous un régime d'enfermement qui est beaucoup plus compliqué. Du coup, il y a un effet secondaire auquel on ne pense pas forcément, qui est le géographique. Ça veut dire qu'on habite à l'extrême nord du pays ou à l'extrême sud du pays, et ben on va tous à côté de Tel Aviv, donc pour leurs enfants, pour trouver quelqu'un pour les emmener visiter, c'est très compliqué. Alors tout de suite, les questions téléspectateurs. Marianne Bougrain est devant son ordinateur. Marianne, évidemment, le sujet ne laisse personne indifférent. Oui, en effet, Valérie. Alors, cette émission est vraiment regardée par beaucoup de femmes, et notamment Céline de Besançon, qui nous demande, peut-on aménager les peines des femmes qui sont incarcérées, des femmes qui vont bientôt avoir un bébé? Pourquoi doit-on rester dans cette situation? Beaucoup d'émotions, évidemment, autour de ce sujet. Florence Thoman, vous avez une réponse? Je n'ai pas de réponse parce que c'est la justice qui Marie Semelin, peut-être. Alors, c'est effectivement une question intéressante que nous a donnée Marianne, parce que c'est justement une des recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté en France, qui a dit très clairement l'année dernière dans un rapport que non, la maternité n'était pas compatible avec la prison. Et qu'il n'y a pas aujourd'hui de système qui existe où ça ne puisse ne pas avoir d'impact sur la maternité et sur le lien qu'une femme entretient avec son enfant, et qu'il faut donc privilégier les lieux alternatifs. Chers téléspectateurs, restez avec nous, on continue de parler des prisons juste après une courte pause. À tout de suite.
Et si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Midi Ensemble. Aujourd'hui, on aborde le sujet de ces femmes qui se retrouvent en prison, un vol, un meurtre, un petit délit en Israël. Elles se retrouvent toutes dans la même prison de Ramleh. Et qui dit femme dit évidemment maternité en Israël. Les prisonnières peuvent accoucher et avoir leurs enfants avec elles pendant 2 ans. Et je vous propose tout de suite de rencontrer Sarah Friedman. C'est la directrice de la prison de Ramleh. Elle est elle-même maman et grand-mère. Elle nous explique les difficultés de son poste et surtout les moyens mis en place pour rendre la vie des enfants la plus agréable possible, même en détention. Regardez. Sarah Friedman, bonjour. Merci à vous de nous recevoir dans votre bureau de cette prison de Ramleh. Depuis combien de temps êtes-vous la directrice de cette prison ? Je suis à ce poste depuis 3 ans et demi. Avant cela, j'étais adjointe. Et avant, vous étiez directrice d'une prison d'hommes, je crois, c'est ça ? Alors, qu'est-ce qui est plus dur, la prison de femmes ou la prison d'hommes ? La prison pour hommes où j'ai travaillé était la prison la plus sécurisée en Israël, la prison d'Ayalon. Mais si je compare, je pense qu'une prison pour femmes, c'est bien plus dur. Combien de femmes sont dans cette prison exactement ? Aujourd'hui, nous avons 195 femmes, mais notre capacité est de 236. Alors, vous êtes la directrice de la seule prison pour femmes du pays. C'est quoi le plus difficile dans votre travail ? C'est vrai que c'est la seule prison pour femmes en Israël et c'est vrai que les chiffres ne sont pas grands. Mais le travail ici est très dur parce qu'il demande beaucoup d'efforts, plus que dans une prison pour hommes. Par exemple, tout ce qui tourne autour de la maternité, les bébés dans la prison, prendre soin des enfants qui naissent dans la prison et les suivre lorsqu'ils partent ou lorsqu'ils restent, l'adoption, etc. Lorsqu'une femme entre en prison, cela veut dire que nous devons nous occuper de tout ce qui concerne sa maternité. Vous pensez que c'est mieux d'être une femme pour diriger une prison de femmes ? Oui, je pense que l'adjoint peut être un homme, mais je pense que c'est important d'avoir une femme qui représente les femmes avec qui les prisonnières peuvent avoir des conversations, parler de leurs problèmes. Et de notre côté aussi, pouvoir faire passer notre message. Tout ça est différent lorsque c'est entre un homme et une femme. Pardonnez-moi les hommes. C'est très dur, hein, cet environnement ici de la prison, c'est un environnement qui est très dur. Comment vous faites pour casser le cordon, couper le cordon pour retourner chez vous, être bien heureuse et puis revenir travailler ici le lendemain ? Honnêtement, on ne se déconnecte pas. On est proche de cet endroit 24 heures sur 24. Physiquement, je ne suis pas ici toute la journée, même si nous travaillons de longues heures, mais nous sommes constamment reliés à cet endroit par tous les moyens technologiques. On arrive ici pour des contrôles, donc nous ne sommes jamais déconnectés. Mais avec cela, je pense que les années, la maturité et l'expérience me permettent de faire la séparation entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe dans la prison. Alors ici, 60% des détenus sont avant tout des mamans, donc elles vivent séparées de leurs enfants. Comment font-elles pour gérer cette séparation ? Nous essayons de faire de cet endroit une sorte de communauté pour permettre de donner une chance à ce rôle de mère, de continuer même si elles sont en prison. Pour être maman à distance, nous avons développé des formations ici pour donner aux prisonnières les outils pour accompagner leurs enfants qui sont restés à la maison. Nous sommes aussi en contact avec les enfants qui sont allés dans des familles d'accueil ou dans des internats. Nous leur permettons de venir voir leur maman ici en prison. Nous avons aussi ouvert un groupe pour les mamans et leurs enfants. Les enfants arrivent ici pour être avec leur mère pendant 3 heures. Ils déjeunent ensemble, ils jouent avec leur maman. C'est très important de préserver les liens avec la famille, même lorsque la mère est en prison. Donc vous avez eu, on a l'idée de faire un GAD, on a visité un petit peu la prison. Pourquoi vous avez eu cette idée ? L'idée d'ouvrir un centre pour enfants est venue de la volonté d'offrir un nouveau cadre différent de ce qu'il y a en prison. On veut donner aux enfants qui arrivent ici l'opportunité d'être avec leur maman dans un cadre qui ressemble plus à ce qu'il y a à la maison. Il y a une salle de jeu, une télévision, une petite cuisine où la maman peut manger avec son enfant. Ce n'est pas une visite d'une demi-heure avec les gardes autour, c'est une visite avec une assistante sociale. L'enfant se sent plus libre, il peut développer des liens plus forts avec la mère dans ce cadre-là. Alors justement, les femmes vivent avec leurs enfants ici pendant 2 ans. Comment ça se passe la vie pour les enfants ici ? Nous avons ici une éducatrice qui vient de l'extérieur. Elle vient ici tous les jours pendant 5 heures. Elle prend les enfants comme dans une garderie. Cela permet à la mère d'aller étudier ou d'aller au travail ou bien de continuer son processus de réhabilitation. L'éducatrice s'occupe des enfants et puis les enfants retournent chez leur maman. L'idée, c'est d'offrir des environnements normaux, ouverts pour que lorsque l'enfant sort, il ne soit pas traumatisé. Et puis ses liens avec sa mère doivent rester comme ils doivent l'être.
Mais combien de temps par jour les détenus peuvent voir leurs enfants? Non, les bébés vivent avec leur mère. Nous avons des chambres spéciales pour la maman et l'enfant. Il y a là-bas tout ce dont le bébé a besoin. Un lit, des jouets, des bouteilles, des tétines. La maman reçoit tout ce dont elle a besoin du début à la fin. Bon, et après, à l'âge de 2 ans, le grand moment arrive, c'est la séparation. Ça doit être horrible pour elle. C'est un processus que l'on entreprend avec la maman et le bébé. Ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Nous travaillons avec la mère. Les assistantes sociales préparent la mère à cette séparation. Et puis nous vérifions aussi où ira le bébé. Est-ce qu'il a une famille proche qui peut l'accueillir? Sinon, il peut aller dans une famille d'accueil. Nous vérifions où et puis nous faisons la séparation par étapes pour qu'elle soit la plus facile possible. Et le fait qu'elle soit entourée comme ça, cette femme incarcérée, d'autres femmes aussi qui ont des enfants en prison, est-ce que finalement ça va changer sa maternité? Ça aide, mais les mamans gardent aussi une certaine distance entre elles. Elles préfèrent prendre soin de leur bébé seul. Et nous encourageons cela. Nous n'encourageons pas le fait de faire passer l'enfant de main en main et nous préférons que la mère s'occupe personnellement de son enfant. Comment l'enfant vit ses 2 premières années en prison? Il y a des études qui ont été faites en psychologie et en criminologie et qui montrent que l'enfant a besoin de sa maman, surtout dans les premières années de sa vie. Il a été prouvé que jusqu'à l'âge de 2 ans, le lien avec la mère est plus important que l'environnement dans lequel l'enfant vit. Nous leur donnons les conditions physiques, comme la garderie, les jouets, la possibilité d'aller dehors. Vous avez vu le jardin que nous avons ici. Donc être avec sa mère, c'est le plus important et c'est pour ça que nous voulons que l'enfant soit avec la maman jusqu'à l'âge de 2 ans. Avec l'expérience que j'ai, puisque nous avons déjà eu plusieurs bébés ici, je vois comment ils grandissent et se développent ici. Et même si ce n'est pas l'endroit idéal, ils se développent ici positivement. Et puis après, au bout de 2 ans, ils sont complètement changés d'environnement puisqu'ils vont dehors. En général, ils vont où? En général, les mamans qui ont des bébés ici sont des mamans qui viennent de familles dites plutôt normales. Et donc, ils ont de la famille en dehors. Donc l'enfant va soit avec le papa ou la grand-mère, et sinon il va dans une famille d'accueil, mais une famille d'accueil qui est en contact avec la maman, qui emmène l'enfant ici pour les visites et qui laisse la maman venir les voir si elle est en période de vacances. Il n'y a pas de coupure totale. Merci beaucoup Sarah de nous avoir reçus aujourd'hui et puis bonne fête. Avec plaisir. Donc c'était un entretien avec beaucoup d'émotions. Sur les images, vous avez aperçu 2 adorables petits jumeaux de 6 mois, un garçon et une fille. Leur maman a écopé d'une peine de prison de 21 mois pour avoir écrasé involontairement un passant au volant de sa voiture. Sachez que cette maman-là récupérera ses enfants et son mari à la sortie de prison. Claire Bensadoun, est-ce que vous pensez que l'univers carcéral puisse nuire à l'épanouissement de l'enfant les 2 premières années? Alors, même s'ils font tout effectivement pour que les enfants soient bien dans cet univers, c'est quand même un univers qui n'est pas sain pour des enfants en bas âge. Un enfant, pour être épanoui, il a besoin de l'amour évidemment de sa mère en l'occurrence, mais il a aussi besoin de cadres, de limites, et il a besoin de pouvoir voir le monde extérieur pour pouvoir accéder à l'autonomie. Et là, malheureusement, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué puisqu'ils n'ont pas d'espace, ils ne voient pas d'animaux, ils ne voient pas d'arbres, et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement on les punit, ces enfants, au même titre que leur maman? En tout cas, ce n'est pas l'objectif, puisque l'objectif, c'est vraiment de maintenir ce lien. Comme elle l'a très bien expliqué, c'est très important dans les premiers mois de la vie de l'enfant d'être en contact avec la mère, ne serait-ce que pour des notions de nursing, de toucher, aussi pour les femmes qui allaitent. Donc c'est vraiment ce qui est privilégié dans ce cas-là. Est-ce que vous ne pensez pas justement que le fait d'être tout le temps avec sa maman, ça ne va pas créer une relation trop fusionnelle? Bien sûr que ça va être très compliqué ensuite pour la séparation. On pense même souvent que c'est compliqué pour l'enfant, mais lui, l'enfant, il va pouvoir s'adapter à l'extérieur. Il va voir d'autres personnes par la suite, mais pour la mère surtout, c'est très compliqué parce qu'elle, on lui enlève une part d'elle-même et elle se retrouve finalement seule. Il y a un gros vide, un gros manque, et là, c'est très compliqué. Florence Naumann, vous pensez qu'en prison, on a plus besoin de Dieu qu'à un autre moment de notre vie? Je pense que dans une situation comme celle de la prison, mais comme celle de toute grande souffrance, on est ramené aux questions essentielles, parce qu'on ne peut plus être dans le yom-yom, dans le quotidien, dans la distraction. Et donc, forcément, on se pose des questions fondamentales sur la vie. Et c'est là que, justement, le témoignage d'une parole de Dieu peut rejoindre les gens en souffrance. Est-ce qu'on peut se remettre un jour, selon vous, Florence Naumann, d'avoir eu une maman en prison? Mais je pense que tout est une question de parole.
pouvoir parler, pouvoir raconter ce qu'on a vécu, pouvoir exprimer ce qu'on a ressenti. Je pense que ça permet de se reconstruire. Et si on rencontre des témoins, alors que ce soit des psychologues ou des visiteurs ou des aumôniers, enfin des religieux ou autres, qui vous rassurent, et qui vous parlent qui vous témoignent de cette compassion et de cette miséricorde et de cette ouverture, je pense qu'on peut se reconstruire. Oui, mais en tous les cas, ces femmes, Florence Hoffmann, vous qui en avez beaucoup visité des prisonnières, notamment en France, si elles sont condamnées, c'est qu'elles ont quand même mal agi. Vous pensez quand même qu'elles vont pouvoir être de bonnes mères ? Je crois que oui, justement, parce que quelquefois, c'est justement l'essentiel. L'essentiel, ça va être cet enfant mis au monde et la responsabilité par rapport à cet enfant. Parce que comment est-ce qu'on peut éventuellement sortir d'un sentiment de culpabilité? C'est en passant à une responsabilité autre et nouvelle. Et très souvent, en effet, j'ai eu des témoignages de femmes qui étaient de très bonnes mères, justement. Alors, on vient de le voir, les femmes emprisonnées qui sont mères peuvent garder leur enfant avec elles. Nous avons demandé aux Israéliens s'ils le savaient et surtout ce qu'ils pensent de cela, que les femmes détenues vivent avec leur bébé dans l'univers carcéral. Regardez. Je pense que c'est très compliqué de séparer une mère d'un enfant, même si l'endroit est loin d'être idéal. Jusqu'à peut-être 1, 2 ou 3 ans, ça ne fait pas de différence. Mais au-delà, je pense que l'environnement serait très mauvais pour l'enfant. Élever un bébé dans une prison, évidemment, ça n'est pas une condition idéale. Un enfant a besoin d'un foyer chaleureux et de grandir dans un environnement sain. À mon avis, ce n'est pas du tout logique de grandir dans une prison. Après, du côté de la mère et de son lien avec le bébé, si moi j'avais été dans cette situation, j'aurais voulu rester avec le bébé un peu plus de temps, parce que se limiter à des visites, ça crée une distance, ça peut casser le lien. Les enfants, jusqu'à l'âge de 2 ans, ils ne sont pas vraiment conscients de ce qui se passe autour d'eux. Donc ça ne doit pas trop influencer son bien-être. Il vaut mieux que l'enfant soit avec sa mère et pas à l'extérieur, dans des mains étrangères, parce qu'il n'a rien de mieux que les bras d'une mère, à mon avis. C'est mieux qu'il reste avec sa mère, même si ça peut paraître étrange de dire qu'un enfant grandisse dans une prison. Ce n'est probablement pas la meilleure des solutions de laisser le bébé avec la mère en prison, mais je ne vois pas d'autre alternative, à moins de les laisser en dehors de la prison. Mais le plus important tout de même, c'est de laisser le bébé avec sa mère. Alors on vient de le voir, les Israéliens sont très touchés par ces enfants qui vivent 2 ans dans un environnement carcéral fermé. Mais malgré tout, il n'y a rien de mieux qu'une maman dans les premières années de la vie d'un enfant. Quelles conséquences peut-on envisager sur le plan psychologique, Claire Ben Sadoun ? On va dire à court terme, c'est déjà un ralentissement du développement cognitif et moteur par rapport à l'enfant qui est en détention, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il y a très peu d'espace, il y a très peu l'enfant ne va pas pouvoir se laisser aller à l'imagination. Donc il y a un ralentissement, mais qui par contre va très vite être rattrapé à la sortie. Si on regarde un petit peu plus à long terme, quand cet enfant-là va grandir, il peut y avoir des difficultés relationnelles, des difficultés à faire confiance en l'adulte en l'occurrence, et dans le couple aussi des dépendances affectives. Alors évidemment, ce sujet poignant a inspiré le cinéma. Je vous propose de regarder un extrait du film Ombline, une jeune femme de 20 ans condamnée à 3 ans de prison suite à une violente agression alors qu'elle a perdu tout espoir en l'avenir. Un événement vient bouleverser sa vie. Elle découvre qu'elle est enceinte et donne naissance à un petit Lucas. C'est un film français. La loi va donc lui permettre d'élever ses enfants les 18 premiers mois. Et Ombline va se battre pour garder son fils le plus longtemps possible auprès d'elle et convaincre le juge qu'elle est capable d'en assumer la garde à sa sortie de prison. Dans cet univers carcéral sombre commence le combat d'une femme devenue mère en prison qui va se reconstruire en se battant pour son fils. Regardez. Ah, surveillant! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Ça se voit pas ce qui se passe là? Elle est en train d'accoucher, putain! Il s'appelle Lucas. J'ai appelé comme ça pour qu'il se rappelle de son père. Un jour que je rentrais, il y avait des flics partout. Donc, je suis devenue folle, j'ai pris mon couteau, j'ai sauté sur le flic. J'ai pris 3 ans. Vous savez, nos enfants, ils ressentent tout comme nous. Pour pas qu'ils ressentent la prison, Alors on va parler évidemment de ce moment fatidique, la séparation. C'est un véritable traumatisme, Marie Semelin. Alors c'est un véritable traumatisme, c'est sûr. Et en fait, ce qui est bien dommage, c'est qu'une fois que l'enfant quitte la prison, il n'y a pas en fait de possibilité de maintenir ce lien de manière normale. Il y a une visite, on l'a vu dans cette prison à Neve Tirza, une visite de 3 heures par mois, ce qui est ridicule. Et de nombreux rapports soulignent que la seule solution
pour pouvoir conserver ce lien entre la mère et son enfant, c'est les lieux alternatifs. Vous allez le voir sur le graphique, ça coûte beaucoup moins cher et il y a beaucoup moins de conséquences pour la mère. Merci beaucoup Marie Semelin. Malheureusement, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous parlerons d'un autre dossier de société. Restez avec nous. Midi ensemble, ça continue.